Le coin luxe, parce que l'univers du luxe ce n'est pas seulement le beau et le savoir-faire, c'est aussi toute l'histoire qu'il y a derrière. Bonjour à tous, je suis Émilie Chenot, journaliste et l'hôte de ce podcast. Le mois de février est bien installé et souvent il rime avec Saint-Valentin. Alors je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais pour moi c'est un bonheur de voir l'amour se célébrer aux quatre coins de la planète et peu importe la manière de le célébrer. Et dans le monde du luxe c'est un peu la même chose, il y a des histoires d'amour qui vivent encore aujourd'hui et qui ont fait vivre en fait certaines maisons. Alors certaines histoires sont plus remarquables que d'autres. Et dans cet épisode du Coin Luxe, j'ai voulu vous parler de certaines relations exceptionnelles, en tout cas celles que je juge exceptionnelles, qui m'ont marquée et qui m'ont permis de découvrir un peu plus ce milieu du luxe et certaines maisons. Elles font vivre cette industrie encore aujourd'hui au XXIe siècle. Entre rêve, passion et extravagance, les histoires d'amour dans le monde du luxe. J'espère que vous êtes prêts. Comment parler d'histoire d'amour sans parler de Coco Chanel, icône du chic parisien qui doit une grande partie de son ascension à l'homme qui a été son premier grand amour, Arthur Boy Capel. Riche industriel et passionné de polo, il fut non seulement son amant mais aussi son mécène, finançant sa première boutique à Paris. Ce sont les débuts de Coco et de Boy Capel. Alors, pour resituer un peu tout ça, on se retrouve au début du XXe siècle. Gabrielle Chanel n'est encore qu'une jeune artiste de cabaret et son charme ne va pas passer inaperçu. Elle attire même l'attention d'Étienne Balsan, un riche officier passionné de chevaux. Grâce à lui, elle découvre le monde de l'aristocratie, du luxe, un univers qui va profondément marquer sa vision de la mode. Mais c'est une autre rencontre qui va bouleverser son destin, et oui, celle d'Arthur Capel, aussi appelé Boy Capel, un homme d'affaires britannique et un joueur de polo influent. Avec son esprit libre et son charisme, Boy Capel est immédiatement séduit par Gabrielle, mais c'est pas vraiment une relation conventionnelle, c'est bien plus qu'un simple amant en fait pour Gabrielle Chanel. Il devient son protecteur, son mentor, mais surtout son premier grand soutien dans cette aventure entrepreneuriale qu'elle lance au début du XXe siècle. Alors Chanel, elle a déjà un style bien à elle, qui bouscule un peu les codes de son époque, comme on le sait très bien. Elle refuse les corsets, elle monte à cheval en pantalon, elle privilégie des vêtements simples, mais aussi élégants. Et cette audace, elle séduit complètement Boy Capel, qui l'encourage à développer ses créations. Contrairement à Étienne Balsan, qui lui offrait un espace de travail sans réel engagement, Boy, lui, va aller beaucoup plus loin, il croit en elle et il va financer sa première boutique qui se situe au 21 rue Cambon à Paris et il va l'appeler Chanel Mode. Alors du coup, grâce à lui, Coco Chanel peut enfin s'émanciper et donner libre cours à sa créativité. Sa marque commence à se faire un nom. À Deauville, Coco Chanel prend un tournant décisif, pardon. En tout cas, la maison Chanel va prendre un tournant décisif. Boy Capel va l'accompagner dans cette station balnéaire qui est très prisée par la haute société, où elle va ouvrir en fait un nouveau magasin. Elle y introduit des matières complètement inédites pour l'heure, puisqu'on a du jersey qui est emprunté aux sous-vêtements masculins, et elle va révolutionner comme ça la mode féminine avec des silhouettes beaucoup plus fluides, beaucoup plus modernes. Alors évidemment, comme dans toutes les grandes histoires d'amour, celle de Coco et Boy est marquée par la douleur. Malgré leur intense lien, Arthur Capel va épouser une aristocrate qui s'appelle Diana Lister, et ce en 1918. Un mariage de convenance qui n'efface pas ses sentiments pour Chanel, et les deux vont rester amants, même si ça va plonger Coco Chanel dans la plus grande solitude. Le coup fatal, il va survenir un an plus tard seulement, en décembre de 1919, Boy Capel meurt tragiquement dans un accident de voiture près de Puget-sur-Argent. Pour Chanel, c'est un drame insurmontable. Elle dira plus tard que perdre Capel a été pour moi une douleur inouïe. On meurt de chagrin sans en mourir. Sa peine va transparaître dans ses créations, notamment la petite robe noire, symbole d'élégance et de deuil chic, qui lui rendait hommage. Alors évidemment, si l'histoire d'amour s'est arrêtée très brutalement, son empreinte, elle continue de briller dans l'univers Chanel, puisque Boy Capel, qui a été un véritable Pygmalion, a inspiré plusieurs pièces iconiques de la maison.
En 2011, Karl Lagerfeld lui rend hommage en créant le sac Boy, un modèle structuré qui reflète le style sobre et élégant du gentleman britannique. En 2015, Chanel lance la montre Boyfriends, encore une référence à cet amour qui a façonné la marque. Et il y a même un parfum Boy issu de la collection Les Exclusifs qui lui est destiné. Les plus romantiques vont encore plus loin. Certains pensent que la silhouette du flacon du légendaire Chanel numéro 5 s'inspire d'une carafe à whisky ayant appartenu à Boy Capel, mais c'est une rumeur, je le rappelle, tout comme le double C du logo Chanel qui cacherait en fait le Chanel et le Capel, qui serait une véritable déclaration d'amour puisque les deux C sont entrelacés pour toujours. Encore une fois, c'est une rumeur et on ne saura jamais la vérité, mais ça me plaît un petit peu d'y croire. Évidemment, l'histoire de Coco Chanel et Boy Capel, c'est bien plus qu'une simple romance, c'est une histoire de passion, de liberté et de transformation. Boy a cru en Gabrielle avant tout le monde, lui offrant un tremplin qui allait faire d'elle l'une des créatrices les plus influentes du XXe siècle. Et aujourd'hui encore, leur amour continue de vivre à travers chaque création de Chanel, prouvant que certaines histoires ne meurent jamais. Et c'est un peu le cas de la deuxième histoire que je vais vous raconter. C'est bien sûr celle d'Yves Saint Laurent et de Pierre Berger. C'est une légende, un couple un peu légendaire qui mêle mode, art et passion, tout comme l'était un peu Boy et Chanel. Alors leur relation, elle a duré près de 50 ans et c'est aussi un partenariat professionnel, tout comme une histoire d'amour intense et assez complexe. Alors tout commence en 1958 lorsque Pierre Berger rencontre Yves Saint Laurent, un jeune couturier talentueux. Après la mort de Christian Dior, comme vous le savez, Yves devient le successeur de la maison Dior, mais ce problème de santé, certains problèmes de santé le poussent lui à s'éloigner de la maison Dior. C'est à ce moment-là que Pierre Berger intervient dans la vie d'Yves Saint Laurent et qui le convainc de créer sa propre maison de couture. C'est d'abord le début d'un partenariat professionnel qui va commencer. Pierre Berger gère l'aspect administratif et financier tout en prenant soin du couturier et particulièrement de sa santé qu'on sait fragile. Ensemble, ils vont fonder un empire de mode et dès 1961, Yves Saint Laurent crée des collections iconiques et établit sa propre marque. En 1966, ils lancent ensemble Saint Laurent Rive Gauche, la ligne de prêt-à-porter de luxe, mais leur empire ne va pas se limiter à la mode. Ils sont tous les deux passionnés d'art, ils forment une collection impressionnante de peintures, de sculptures, qu'ils exposent dans différentes résidences, que ce soit à Paris, Deauville ou encore à Marrakech. Et leur amour pour Marrakech, cette ville marocaine, est particulièrement forte puisqu'ils passent beaucoup de temps à se ressourcer là-bas. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 1980, ils rachètent un jardin Majorelle, un lieu qui est devenu emblématique de la ville, qui est d'ailleurs disponible à la visite quand vous allez sur place. Alors malgré cette ascension fulgurante, leur relation, elle est pas sans ombre. Yves Saint Laurent, il souffre de bipolarité, d'addiction à la drogue et aux médicaments, et ça rend leur quotidien difficile. Pierre Berger, il est très dévoué, mais il souffre quand même de cette situation. Il qualifie même leur histoire de passionnelle, mais à la fois toxique. Il va même expliquer dans une interview que si Yves ne savait pas vivre, lui était indispensable pour l'aider à tenir. Il avoue aussi que parfois il se retire pour sa propre survie. Ça a été le cas notamment en 1976 lorsqu'ils quittent leur appartement parisien pour se protéger de la spirale destructrice, je pensais ne jamais réussir à dire le mot, dans laquelle Yves s'engage. Alors malgré toutes les difficultés, leur lien il reste quand même solide et ce qui va les unir, c'est bien plus que l'attraction physique, que les tentations, c'est vraiment leur amour et leur passion. Et évidemment, c'est une fin tragique, malgré toutes ces années d'amour. En 2008, Yves Saint Laurent décède à l'âge de 71 ans, à la suite d'une tumeur. Et Pierre Berger va rester à ses côtés jusqu'à la fin, hein. Malgré l'autodestruction de son compagnon, malgré tout ça, l'amour était bien plus fort. C'est presque 10 ans plus tard que Pierre Berger rejoint Yves en 2017. En décédant à son tour, il met une fin à cette histoire d'amour hors du commun qui aura marqué le monde de la mode et de l'art. Et pourtant, cette histoire d'amour continue
de vivre aujourd'hui dans la maison Saint-Laurent et ce mélange d'ambition, de passion, de souffrance et de réussite avec cette dimension humaine et complexe et fascinante est toujours d'actualité et on le ressent dans les collections. Alors, je vous parlais de Christian Dior puisque à son décès, Yves Saint Laurent a pris sa suite, mais avant son décès, Christian Dior était un couturier très très bien implanté dans Paris. C'était l'un des plus grands à cette époque-là. Pour l'être, comme tout artiste, il avait besoin d'une muse, et cette muse, c'était Mitsa Bricard, qui n'était pas son amante, mais on décrit leur relation comme étant d'une intensité rare, presque aussi rare que l'amour. C'était une muse cosmopolite qui possédait une réputation telle que l'un des couturiers de la maison Dior, qui n'est autre que John Galliano, a été subjugué par sa mythique, telle que décrite par Dior dans ses mémoires. Alors Mitsa, elle est née à Paris le 12 novembre 1900 sous le nom de Germaine Louise Neustadt. Bricard se marie 2 fois, d'abord avec un diplomate, puis en 1941, après sa mort, avec Hubert Bricard, président des laboratoires BLB. Personne ne sait exactement à quel moment ni pourquoi elle décide de changer son prénom en Mitsa. En tout cas, Bricard, elle va rentrer chez Dior en décembre 1946 en tant que modéliste. C'est une femme rare, peu conventionnelle. Elle résidait au Ritz à l'époque et n'arrivait que rarement sur l'avenue Montaigne avant midi. Elle était toujours en retard et elle portait toujours un turban, des perles et ses stilettos. Dior écrit dans son autobiographie Christian Dior et moi, Bricard est l'une de ces personnes de plus en plus rares qui font de l'élégance leur raison d'être. Le créateur y comptait sur elle pour approuver une tenue ou pour l'embellir avec un accessoire bien choisi, sur le moment parmi une poignée de brins de chapeau ou encore en improvisant avec le carré de soie imprimé Panthère qu'elle portait toujours autour du poignet. En bref, il s'appuyait toujours sur elle pour ses modèles, pour son inspiration, pour ses doutes aussi. Il écrit également que de temps en temps, Madame Bricard émerge de ses boîtes à chapeaux entre magnifiquement émet un commentaire définitivement défavorable, condamne un tissu malheureux d'un regard ou se laisse soudainement séduire par une couleur audacieuse. On le comprend. Dior le dit lui-même en fait, que son avis soit négatif ou positif, il le prenait toujours en compte. Il avait un regard admiratif envers elle et c'est les imprimés Panthère et la couleur lilas. Ça va être les 2 signatures de Bricard qui vont aussi être adoptées comme des codes, même encore aujourd'hui, des codes importants de la maison Dior. Lorsque, par exemple, les ouvriers se plaignaient des airs majestueux de Madame Bricard, le créateur répliquait: préfériez-vous la voir dans une autre maison de couture? Moi, je préfère qu'elle soit ici. Et elle continuait avec ses demandes audacieuses. Rien ne l'arrêtait et Dior la protégeait parce qu'il avait besoin d'elle euh, pour cette, relation de travail qui était inscrite. On sait très peu de choses sur Mitsa Bricard après le décès de Christian Dior qui était en 1957. On sait juste qu'elle est décédée 20 ans plus tard, mais donc en 1977. Mais on ne sait pas vraiment si elle a continué à travailler dans une maison de mode ou ailleurs. En fait, on sait juste c'était un peu une travailleuse de l'ombre, puisqu'en fait, on connaît son existence grâce surtout à Christian Dior et son autobiographie, puisqu'il en parlait. Il était admiratif d'elle, mais sinon, on ne sait pas grand-chose. Elle est restée, comme le décrit Dior finalement, une femme majestueuse, mais aussi mystérieuse. Et le mystère reste dans tout ça. On sait juste qu'elle a apporté beaucoup au savoir-faire de la maison Dior, qu'elle a apporté beaucoup aux collections de Christian Dior et que c'était sa muse, peut-être l'une des préférées de Christian Dior. Alors, comment parler de relation d'amour sans parler de la relation la plus tragique du monde de la mode? Je vais bien évidemment vous parler de celle qu'on surnomme la veuve noire de Gucci, évidemment Patrizia. Alors, pour rappel, elle est née en 1948 à Vignola, en Italie. Sa mère, elle était serveuse et elle s'est mariée avec un homme d'affaires milanais. Et même si sa famille était riche,
la famille de Patrizia, pardon, elle fait pas partie de la haute société italienne. Elle, Patrizia, une fois adulte, elle se fait quand même une place dans les soirées mondaines. Et en 1970, elle rencontre Maurizio Gucci, qui est donc un jeune homme issu de la célèbre famille de mode Gucci, évidemment. Et ils ont tous les deux 22 ans à cette époque-là. Maurizio va directement tomber amoureux de Patrizia, mais elle va pas beaucoup prêter attention. Finalement, c'est en 1973 qu'ils se marient, évidemment contre la volonté de la famille Gucci. Et Patrizia et Maurizio deviennent un couple mondain à l'époque. Ils s'affichent dans des soirées luxueuses, ils donnent des fêtes somptueuses, ils vivent entre leur penthouse à New York, leur chalet à Saint-Moritz et leur yacht. Et au fil des années, évidemment, des tensions apparaissent, notamment après que Maurizio hérite de la moitié de Gucci en 1983. Il commence à se distancier de sa famille, mais aussi de sa femme, et ce qui devient de plus en plus compliqué entre les deux. En 1985, Maurizio annonce à Patrizia qu'il part en voyage d'affaires à Florence, mais il ne reviendra jamais. Leur mariage va se terminer en 1991 par un divorce qui ne fut pas des plus simples, puisque Patrizia s'est vraiment battue pour rester mariée à Maurizio, et elle va recevoir une pension annuelle de 1,47 million de dollars, pardon, waouh. Mais par contre, elle a l'interdiction d'utiliser comme nom de famille Gucci. Donc elle doit retirer ce nom de famille de ses papiers, quoi. Face à ça, elle est déçue, elle est furieuse, elle jure de se venger envers Maurizio. Et en 1993, Maurizio il cède Gucci à une banque d'investissement qui s'appelle Investcorp, et ce qui va engendrer encore plus de rage en fait de la part de Patrizia. En 1995, Maurizio est assassiné. Et au début, donc il y a une grande enquête qui se passe, etc. Et personne ne suspecte vraiment Patrizia puisque bah, c'était quand même c'était quand même sa femme, son épouse. Elle s'est battue pour rester en couple avec. Mais finalement, en fait, à cause des écoutes téléphoniques, elle va être arrêtée en 1997. Et lors de son procès, elle nie avoir commandité le meurtre, puisque ce n'est pas elle qui a commis le meurtre, hein, elle a commandité le meurtre. Malgré tout, la justice italienne va la condamner à 29 ans de prison, qui a été réduite à 26 ans en appel. Et pendant ces années de prison, elle va tenter de se suicider. Elle va échouer, évidemment. Et à sa libération en 2016, on apprend qu'elle a trouvé un emploi depuis 2014 en tant que consultante, et elle se rend à nouveau à Milan pour faire du shopping. Aujourd'hui, Patrizia, elle a 72 ans, elle est veuve. La maison Gucci, du coup, a perdu un fils. Évidemment, elle vit aujourd'hui sans argent. Elle a très peu de visites de ses filles puisque ils ont eu des enfants, Maurizio et Patrizia, mais ils ont très peu d'argent. Enfin, pardon. Ils ont eu des enfants ensemble, mais Maurizio et Patricia ont eu des enfants ensemble, mais les filles sont en colère contre leur mère. Donc même si elles ont hérité de tout ce qui est Gucci et de tout cet héritage et d'une grande fortune, elles ne partagent pas du tout avec leur mère parce qu'elle lui en veut, quoi. Donc bon, ce qui semble quand même pas mal logique. Aujourd'hui, Patrizia, elle veut quand même maîtriser son histoire. Elle veut maîtriser tout ce qui se passe autour de Gucci quand même. Et d'ailleurs, quand le film House of Gucci qui parle de cet amour, elle va exprimer sa colère contre le film donc House of Gucci, et elle le trouve totalement dévalorisant par rapport à la femme qu'elle est. Comment parler d'amour sans parler de joaillerie? Là, c'est au tour de l'histoire d'amour entre Jeanne Toussaint et Louis Cartier qui va s'inscrire dans le cadre prestigieux de la maison Cartier, comme vous avez pu vous en douter avec le nom de famille de Louis Cartier. C'est l'une des marques les plus renommées au monde et surtout dans le monde de la joaillerie.
Pour mettre un petit peu le décor, Jeanne Toussaint, elle est née en 1887 en Belgique. Elle est issue d'un milieu pas très riche, elle est même issue d'un milieu modeste. Elle vient à Paris dans les années 20. Et c'est là que son destin va prendre un tout autre tournant, puisque en fait, elle se fait connaître dans le milieu artistique parisien parce qu'elle a une beauté énigmatique, mais aussi un caractère très audacieux. C'est dans ce contexte qu'elle va rencontrer Louis Cartier, donc l'un des héritiers de la maison de joaillerie, qui lui est connu pour sa réputation et son influence. Contrairement à elle, Louis Cartier, c'est un homme charismatique tout comme elle, mais il est plutôt discret et il est très cultivé. C'est lui qui va introduire Jeanne dans le cercle fermé de la haute société et du luxe. Et leur rencontre, en fait, elle se fait au détour d'un dîner mondain chez Maxim's, un restaurant parisien emblématique à l'époque, qui existe toujours à Paris aujourd'hui. Et c'est le coup de foudre immédiat entre les deux, mais évidemment, l'histoire de leur relation, elle est aussi marquée par des obstacles sociaux. Louis, il est héritier de la maison Cartier, il représente l'élite. Jeanne, bien qu'elle est admirée par sa beauté, elle et son esprit, ça reste une femme issue d'un milieu plus populaire. C'est ce qu'on appelait dans le temps, je mets des gros guillemets, une cocotte. Je déteste ce terme, mais c'est le nom qu'on lui donnait à l'époque, qui est du coup célèbre pour ses nombreuses liaisons. Évidemment, son statut social à elle va être un frein dans leur relation et ça va même créer des tensions avec la famille Cartier. Pourtant, leur attraction mutuelle, elle est indéniable. Parce que malgré les différences sociales, Jeanne devient une figure centrale dans la vie de Louis. Elle est très rapidement mise en avant pour sa créativité, son esprit visionnaire, et Louis reconnaît en elle un potentiel qui est créatif, qui est rare, et il va décider de lui confier un poste au sein de la maison, d'abord en tant que directrice du département des sacs et accessoires, et ensuite ça va évoluer. Alors, leur relation, elle va pas se limiter uniquement à une simple liaison sentimentale, puisqu'ils vont révolutionner l'univers de la joaillerie. Jeanne Toussaint, elle a beaucoup d'idées. C'est une véritable source d'inspiration pour Louis, et Louis va puiser ça jusqu'au bout. Il ne veut pas qu'elle soit uniquement sa compagne, il veut qu'elle soit son égale et il va tout faire pour qu'elle le soit. Elle devient au fur et à mesure une véritable partenaire créative et un élément essentiel en fait dans la maison Cartier. Elle va d'ailleurs se distinguer par rapport à tout ça, et en fait on le voit dans les créations que leur relation en fait ça va être la fusion entre l'amour, la passion et la créativité, surtout dans l'art de la joaillerie. Pour exprimer un petit peu cette créativité, Jeanne, elle a un goût prononcé pour les formes, les styles exotiques, notamment influencés par l'Inde et les traditions orientales. Elle a introduit ce style complètement inédit chez Cartier en s'inspirant de ses voyages, de ses collections personnelles, et elle est également connue pour être une grande collectionneuse de bijoux indiens, et ça va se retrouver en fait dans les créations de Cartier à l'époque. Son influence, elle se fait sentir à travers des pièces uniques. C'est notamment le cas de la collection de bijoux Tutti Frutti, qui va mélanger les pierres précieuses comme l'améthyste, le turquoise, l'émeraude et le corail dans une harmonie qui est toute nouvelle et audacieuse pour l'époque. Et Jeanne, elle donne cette nouvelle dimension à la maison Cartier. Elle va travailler main dans la main avec les créateurs, les artisans de la maison pour traduire ses idées en véritables œuvres d'art. Elle parvient même à imprimer sa vision du luxe et de la modernité tout en respectant l'héritage de la famille Cartier. Malgré la complicité professionnelle et la forte attraction personnelle, l'histoire d'amour entre Jeanne et Louis Cartier, elle n'est pas exempte de difficultés, comme je le disais au début. La pression sociale et les attentes familiales entravent complètement leur relation. Louis Cartier, il est soucieux de préserver une certaine réputation pour la maison et pour sa famille, et il finit par mettre fin à leur liaison amoureuse, mais ça va pas pour autant marquer la fin de leur collaboration professionnelle. Jeanne, elle va rester un membre essentiel de la maison, même après leur séparation. Elle continue de mener Cartier vers des horizons nouveaux. Peut-être qu'il a réussi à faire la différence entre sa relation et le travail. Et même si c'est éloigné de Jeanne de manière sentimentale, elle,
il a jamais cessé d'admirer son travail et son génie créatif qu'il a toujours mis sur le devant de la scène. Donc il y a ce respect mutuel qui a été mis en avant, une admiration mutuelle aussi, et le talent a été mis au devant par rapport à l'histoire d'amour. Alors, Jeanne Toussaint, elle est surnommée la Panthère et elle a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la joaillerie de luxe, puisque son influence chez Cartier a été déterminante pour la maison. Et ça lui a donné l'aura qu'elle a aujourd'hui. Encore aujourd'hui, la Panthère décrit complètement la maison Cartier. C'est même devenu une autre parfum pour la maison. Et cette créativité, cette vision de la maison Cartier, elle a complètement su traverser les époques et s'imposer comme l'un des grands noms du luxe international grâce à ça. Donc oui, l'histoire ne s'est pas terminée comme on l'aurait voulu, mais grâce à cette relation, on a pu avoir le génie de Jeanne Toussaint et de sa créativité chez la maison Cartier. Pour terminer cet épisode, je suis obligée de vous parler d'une actrice que j'admire particulièrement, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast. C'est évidemment Audrey Hepburn et sa relation emblématique avec Hubert de Givenchy, le créateur de la maison Givenchy. C'est l'une des relations les plus emblématiques du monde de la mode et du cinéma. Et leur rencontre, elle a lieu en 1953. À l'époque, Audrey Hepburn, elle est une jeune actrice prometteuse en pleine ascension. Et Givenchy, quant à lui, c'est un couturier vraiment reconnu. C'est l'un des noms les plus respectés dans le monde de la haute couture. Et ce qui va commencer comme une simple collaboration professionnelle va rapidement se transformer à une relation profonde, sincère, une admiration mutuelle et une vraie amitié durable. Pour reposer un petit peu, recontextualiser tout ça, on est dans les années 50 et 60. Audrey Hepburn, c'est une figure phare du cinéma. Elle est formée à la danse, elle fait ses débuts à Broadway avant d'être propulsée à l'écran avec Vacances romaines en 1953. Et ce rôle va lui valoir l'Oscar de la meilleure actrice. Et ça l'a fait immédiatement rentrer dans la légende, notamment au niveau du cinéma mondial. Et avec sa grâce naturelle, son élégance discrète, elle incarne un style sobre, raffiné et une esthétique qui fait résonner l'univers de la haute couture, et en particulier celui de Hubert de Givenchy, qui quant à lui, c'est, comme je le disais, une figure de la haute couture très implantée, en tout cas à Paris et même dans le monde. Il a une vision assez innovante de la mode, un goût pour la simplicité et l'élégance à la fois. Il a un style qui est empreint de lignes épurées, de silhouettes qui épousent le corps sans jamais être vraiment provocantes, de tissus de grande qualité. Il a fondé sa propre maison de couture très tôt et va se distinguer grâce à ça, grâce à son approche moderne de la haute couture, et il devient un incontournable. Alors du coup, quand ils se rencontrent en 1953, c'est lors du tournage de Vacances romaines. Audrey Hepburn, elle est en quête de nouvelles tenues, elle se rend chez plusieurs couturiers parisiens. C'est Hubert de Givenchy avec qui elle se sent le plus à l'aise, et Audrey arrive chez lui sans vraiment avoir de style prédéfini, sans idée précise de ce qu'elle voudrait. Et Hubert de Givenchy a réussi en un instant à séduire sa personnalité et ses besoins, et a réussi à la conseiller dans ce sens. Il va créer pour Audrey Hepburn plusieurs pièces qui vont marquer l'histoire de la mode, à commencer par la fameuse robe noire de Diamant sur canapé, le film Diamant sur canapé, aussi connu Breakfast at Tiffany. C'est un design qui devient un symbole intemporel de l'élégance. Audrey, elle porte cette robe dans une scène qui est devenue légendaire du film, et cette robe, elle incarne désormais à elle seule l'élégance pure. C'est un signe, c'est un symbole, et ça reprend le style simple, sophistiqué qu'elle va populariser grâce à l'aide de Hubert de Givenchy. Alors évidemment, cette robe, c'est un parfait exemple de la manière dont Givenchy il est parvenu à capturer l'essence de sa muse, puisque évidemment Audrey Hepburn devient sa muse. Cette première rencontre qui a lieu du coup dans le monde du cinéma, c'est le début d'une longue collaboration professionnelle et évidemment personnelle. Ils vont former un duo inséparable pendant plusieurs années, et Audrey, ça va plus être uniquement sa muse, c'est aussi son amie
proches. Givenchy va lui confectionner des robes sur mesure pour ses films, mais aussi pour ses apparitions publiques. Elle devient l'incarnation vivante de ses créations et elle porte avec une aisance incroyable toutes ses robes. Elles sont à la fois simples, sophistiquées, tout comme Audrey Hepburn l'était. Évidemment, ce lien, c'est une véritable rencontre entre de la l'art de la mode, le cinéma et Givenchy va souvent dire en interview que c'est Audrey qui l'a inspirée, au-delà de ses propres attentes, qu'elle était une muse, mais qui lui a permis de se révéler. Audrey, de son côté, elle se sentait chez Givenchy comme dans une maison. Il était beaucoup plus qu'un couturier pour elle. Elle le disait elle aussi, c'est un véritable ami. C'est une relation qui va dépasser l'entendement plus que celle d'un client et de son créateur. Ça devient un partenariat artistique, mais surtout une solide base amicale. Au fur et à mesure, grâce à Givenchy, Audrey Hepburn, elle devient une icône de mode. Elle est la parfaite représentation du chic parisien, mais avec une touche de fraîcheur et d'innocence qui va la rendre unique. Et les robes et les tenues qu'elle porte dans ses films sont devenues des classiques de mode. Évidemment, Audrey Hepburn, elle n'était pas seulement une actrice sublime, elle était aussi une femme généreuse, humanitaire, et elle partageait avec Givenchy, ses valeurs d'élégance et de simplicité. Et ensemble, ils se sont aussi retrouvés dans des moments privés, évidemment. On sait tout ce qui s'est passé d'un point de vue professionnel et leur collaboration, mais leur amitié ne s'est jamais éteinte, même après la fin de la carrière cinématographique d'Audrey Hepburn dans les années 60, même après leur décès. C'est une relation incontournable et l'exemple même d'une relation professionnelle et personnelle qui a transcendé le simple cadre de la mode. Ils ont créé des moments inoubliables dans le cinéma et dans le monde de la mode, et leur complicité a marqué des générations et de créateurs et de cinéphiles. Et pour moi, ça me fait un petit peu penser à la relation que Law Roach a avec Zendaya. Je trouve qu'ils ont su, on peut pas, on compare pas l'incomparable évidemment, mais je trouve qu'en termes d'amitié, Law Roach et Zendaya se sont rencontrés d'un point de vue professionnel. Il a su comprendre ses besoins, comprendre son envie, vers où elle avait envie d'aller en termes de style, et, euh, et Zendaya a réussi à capter tout ça et porte les vêtements. Alors évidemment, Law n'est pas un designer, c'est un styliste, mais je trouve que ça se ressemble assez. Encore une fois, on a la relation mode et cinéma, donc je trouve qu'on a un peu de cette relation dans Zendaya et Law, et évidemment, la relation entre Hubert de Givenchy et Audrey Hepburn est plus que magnifique. C'est la fin de cet épisode sur les histoires d'amour dans le luxe. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a une relation qui vous a le plus marqué, le plus touché, et pourquoi. Dans l'espace commentaire, n'hésitez pas, il y a la place. Et en attendant, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.